Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, c'est une matinée ambiguë. Le meilleur et le pire existent avec les bêta-bloquants, avec le cooling. Et les dérivés nitrés, ça ne va pas être extrêmement différent, puisque, en fait, on peut aborder la question des dérivés nitrés sous tellement d'aspects que j'ai choisi de prendre uniquement l'aspect « je bloque la libération de monoxyde d'azote » puisque dérivé nitré égale délivrance de monoxyde d'azote, ou au contraire, je ne bloque pas et j'en donne davantage et regardez ce que ça peut donner sur le plan circulatoire. Donc je n'ai pas de conflit d'intérêt avec les délivreurs de médicaments bloquant ou activant la libération des dérivés nitrés. Alors je veux juste rappeler des choses que vous savez très bien, mais dans les états de choc qui nous intéressent, en l'occurrence aujourd'hui, le sepsis, c'est plutôt un état de choc distributif et je salue Max Arrivel qui nous a quittés pour lui dire que, oui, bien, il en a pris de classer les choses de façon didactique en chocs divers, dont le choc septique, choc distributif, où alternent à la fois des zones hyperperfusées et des zones hypoperfusées au niveau des micro-vaisseaux ou des petits vaisseaux des différents tissus. Alors, les dérivés nitrés, c'était connu bien avant le monoxyde d'azote, c'est devenu encore plus important quand le monoxyde d'azote a été installé comme molécule et comme découverte majeure. Prix Nobel en 1998 pour ces trois investigateurs, il en manque probablement d'autres, mais on peut en donner qu'à trois, qui ont donc fait la démonstration pour la première fois dans la biologie humaine du rôle majeur d'un médiateur gazeux qui est un langage intercellulaire permettant de communiquer. Et finalement, il n'y a pas d'effet net positif ou négatif de cette molécule en fonction des différentes circonstances, mais simplement c'est quelque chose qui permet la communication intercellulaire avec des effets qui sont bien documentés, notamment sur le plan cardiovasculaire. Si on reprend la partie du sepsis et qu'on fait l'ensemble du panel de ce qui peut concerner la réflexion sur le sepsis, on voit qu'il y a beaucoup de choses. Bien entendu, l'état de choc, mais l'état de choc n'étant qu'un marqueur de la gravité de l'inflammation, la fièvre est un marqueur de la gravité de l'inflammation, la libération des dérivés oxydés de l'oxygène sont des marqueurs de l'inflammation, les modifications métaboliques aussi, enfin bref, tout est marqueur de l'inflammation dans le sepsis et on voit qu'il y a beaucoup de choses qui interviennent. Et finalement, on peut remplacer le sepsis par le radical NO qui intervient lui aussi sur l'ensemble des mêmes facteurs puisque c'est une molécule ubiquitaire sécrétée par toutes les cellules et qui peut être activée ou inhibée selon les besoins physiologiques. La littérature sur le sujet des donneurs de NO est pas tellement florissante, en tout cas chez l'homme. Et par contre, les inhibiteurs du NO sont extrêmement florissants dans la littérature, y compris chez l'homme, même s'il a fallu attendre 9 ans pour la publication du papier concernant l'inhibiteur non spécifique de l'ANO-synthase, le LNMMA, dans les indications de choc septique humain. Alors, les organes qui peuvent être ciblés le plus rapidement par les modifications du monoxyde d'azote, que l'on le bloque ou qu'on le donne, ça se passe très probablement au niveau des petits vaisseaux et peut-être de la microcirculation au sens large. Microcirculation qui est le siège de beaucoup de choses, et ce n'est pas Daniel qui va me dire le contraire. Dans ces beaucoup de choses-là, il y a certes la partie délivrance, il y a le recrutement des capillaires, il y a l'apport de l'oxygène, il y a la capacité à enlever les déchets. Il y a aussi le lieu du conflit immunologique qui a lieu au niveau vénulaire, en tout cas c'est ce qui est classiquement dit, et dans ce niveau vénulaire se passe un certain nombre de réactions entre le contenu du vaisseau et la cellule endothéliale qui va faire que les cellules immunitaires ou inflammatoires vont adhérer ou ne pas adhérer, et quand elles vont adhérer, elles vont essayer de passer la barrière pour aller sur les lieux de guerre qui sont dans les tissus, là où il y a de l'inflammation ou en tout cas du nettoyage à faire.
Donc finalement, on doit penser pas seulement macro-circulation, mais aussi micro-circulation et inflammation quand on discute de donneurs de NO. Alors finalement, on apprend tous dans les livres, même si on n'est pas forcément d'accord avec ce qui est écrit dedans, mais que la réanimation du choc distributif, finalement, on l'a vu, on met de la noradrénaline ou des vasopresseurs parce que on pense que maintenir la pression, c'est très important. Et puis, il y a les tenants de la théorie de je veux bien mettre des vasopresseurs, mais je ne veux pas non plus réduire trop le flux. Or, ce n'est pas possible de monter la pression sans réduire le flux, sauf à imaginer qu'il y a des zones pour lesquelles je vais pas beaucoup vasodilater ou constricter, sont des zones protégées, comme le cerveau par exemple, dont on parle très peu d'ailleurs dans le choc septique. Vous noterez que personne ne fait de topo sur la circulation cérébrale dans le choc septique, alors que le cerveau est peut-être pas important, mais enfin, c'est quand même un organe qui compte. Et on fait beaucoup dans le muscle, dans ce que vous voulez, mais pas tellement dans le cerveau. Et donc il y a des organes très protégés et d'autres qui le sont moins. Et dépriver la peau, ça ne nous gêne pas. Il n'y a pas de flux dans une peau, c'est pas très grave pour nous. Peut-être qu'on a tort, mais enfin c'est ce qu'on pense. Le muscle squelettique, aussi. Finalement, la coronaire, ça nous intéresse. Le rein, ça nous intéresse. Le cerveau, ça nous intéresse de maintenir un bon flux. Et finalement, on a le choix. Est-ce que vous allez faire, comme beaucoup de gens pendant la garde, je suis focalisé sur l'amélioration de la pression. Je pense qu'il y a des gens qui sont très contents d'avoir une pression qui monte dans un malade qui a un état de choc septique. Et puis il y a des gens qui ne sont pas forcément très contents de ça, mais qui sont très contents que le flux ou le débit systémique, et si possible le débit microcirculatoire, monte. Et finalement, il faut une certaine pression, certes, mais il n'y a pas besoin peut-être de la monter autant qu'on le fait avec les vasopresseurs. Donc en fait, on est amené à utiliser des vasopresseurs, puis pour certains, des vasodilatateurs. Tout le monde aura du volume, ça c'est à peu près acquis. La quantité, quel volume et quels sont les effets, on verra, mais ce n'est peut-être pas le sujet aujourd'hui. Ce qui est connu dans l'inflammation au niveau du vaisseau, c'est que tout le monde sait que la réactivité vasculaire aux agents vasoconstricteurs est réduite lorsque l'on a un choc septique, donc il faut beaucoup plus de vasopresseurs pour obtenir un effet vasoconstricteur modeste, et on voit qu'on utilise des milligrammes heure de noradrénaline, alors que votre taux plasmatique physiologique de noradrénaline est en microgrammes, soit 1000 fois moins ou 10 000 fois moins que ce que l'on perfuse, ce qui traduit bien que le patient inflammatoire aigu a besoin de 1000 à 10 000 fois plus de vasoconstricteurs, en tout cas noradrénergiques, que le sujet sain. Et on a toujours vu dans les films le parapluie bulgare qui faisait l'injection d'adrénaline ou de noradrénaline en passant pour tuer l'espion de l'autre côté et qui mourait d'une poussée hypertensive mortelle, finalement sans qu'on puisse détecter de poison, parce que la dose était extrêmement faible, mais suffisante pour faire monter la pression. Malheureusement, en choc septique, ça ne réagit pas bien. Mais non content de ne pas répondre à la vasoconstriction normalement, le vaisseau du patient septique a également une réponse à la vasodilatation qui est anormale. C'est ce que j'ai mis ici. Vous avez la réponse à l'acétylcholine, et là, ça rejoint un peu tout ce qu'on est en train de discuter, c'est-à-dire la balance entre sympathique et parasympathique et la partie cooling, bêta-bloquant, etc. Eh bien, on voit que l'acétylcholine a des effets vasodilatateurs normaux et que le vaisseau inflammatoire ne répond pas à l'acétylcholine de façon normale. Alors quand on prend un modèle animal et qu'on regarde la pression artérielle, le débit cardiaque, l'artère hépatique, le tronc-porte, le DPDT, indice, comme disait Andrea, surrogate de la contractilité, on voit que quand on a fait un choc septique, ou qui n'est pas septique mais endotoxinique, inflammatoire, et que l'on fait l'inhibiteur de la NO-synthase, on est très content. Chez le lapin, la pression monte. Mais en même temps, le débit cardiaque s'effondre et on voit que la performance ventriculaire systolique au moins s'effondre également. Ceci perdure le temps que vous vous laissez le médicament agir. Et puis si vous ajoutez non pas un inhibiteur de la NO-synthase non spécifique, mais de la L-arginine, substrat essentiel de la NO-synthase pour faire du NO, eh ben vous voyez que
la pression artérielle va baisser, le débit cardiaque va baisser, tout baisse, et il va falloir mettre du liquide parce que là, on est dans une situation très hypovolémique. Et vous voyez qu'avec un peu de réanimation volémique, en ayant dilaté avec la L-arginine, eh ben, on arrive à avoir des pressions qui sont bien, un débit en tout cas systémique est largement amélioré, et ceci montre bien qu'il n'y a pas un effet, mais une combinaison d'effets à discuter pour les donneurs de NO. Alors, par ailleurs, on nous dit, et on a raison, parce que c'est largement prouvé, dans l'inflammation aiguë, il n'y a pas de déficit en NO, puisque la NOS inductible est largement induite, elle est très exprimée et relargue 1000 à 10 000 fois la quantité de NO que l'on a normalement sécrétée par les cellules endothéliales. Donc, cet excès de NO venant de l'inflammation serait ou a été considéré comme étant lié à la vasoplégie qu'on observe chez les malades et à cette hyporéactivité que l'on a avec les vasoconstricteurs. Donc, a priori, on est plutôt tenté de donner des inhibiteurs que de donner des donneurs de NO. Pourquoi? Parce qu'on a montré que très largement, et je crois qu'il n'y a pas de doute là-dessus, la cardiomyopathie au cours du sepsis dont on a parlé est beaucoup médiée par un excès ou une imprégnation d'excès de monoxyde d'azote. La vasoplégie, je vous l'ai dit, est dépendante du relargage du monoxyde d'azote. Et puis, chez les animaux en tout cas, on voit quand on fait un inhibiteur de NO synthase, non spécifique et encore mieux quand c'est spécifique, eh bien on aboutit à une meilleure stabilité cardiovasculaire. Mais il y a des mais évidemment, car rien n'est vrai à 100% en physiologie et en biologie. Le NO n'est pas le seul médiateur. Les prostaglandines, par exemple, jouent un rôle important. Et en ça, quand vous parlez d'ibuprofène, on peut penser que l'ibuprofène, certes, va changer au niveau cérébral et central le setup de la température, du contrôle de la température, mais il intervient par l'inhibition des cyclooxygénases. Et en ce cadre-là, l'effet thermique existe, mais d'autres effets anti-inflammatoires existent qui ne sont peut-être pas forcément souhaitables parce qu'on a besoin de tout le monde pour dézinguer les envahisseurs. La vasoplégie existe, mais n'est pas forcément que liée à du NO venant de la INOS. La L-arginine, finalement, est peut-être un médicament qui n'est pas très médicamenteux, puisqu'on le donne dans la nutrition, que vous avez pris quand vous étiez étudiant du Sargénor, le Sargénor qui devait améliorer la performance de l'étudiant passant le baccalauréat ou préparant son concours d'entrée en médecine. Le Sargénor, c'est de la L-arginine pure et dure, et vous avez donc pris des donneurs de NO de façon très importante. Augmenter la pression artérielle dans le choc septique en tant que tel n'est certainement pas le but de la réanimation, et surtout si elle engendre une baisse du débit systémique et du débit d'organes. Donc finalement, il faut être prudent avant de conclure. Alors à l'époque, il y avait tous les tenants de l'inhibition du NO, relargué en excès, dangereux, et on a vu que ça faisait de la nécrose hépatique, ça augmentait la pression artérielle, mais ça faisait réduire le débit cardiaque de façon majeure, ça altérait considérablement les défenses immunitaires, ça promouvait la coagulation intravasculaire et les microtrombies, ça inhibait le fait de contrôler l'adhésion des polynucléaires, ça faisait mourir davantage les souris qui avaient des inhibiteurs du NO, et ça, finalement, altérait le métabolisme de tous les organes. Donc finalement, c'était pas terrible comme background, néanmoins, ça n'a pas empêché de faire des essais, parce que les essais étaient basés sur j'augmente la pression ou j'augmente pas la pression, et ces essais sont avérés arrêtés pour des effets secondaires graves, et ça avait été l'objet d'une grande bataille en Europe, dont j'avais été d'ailleurs malheureusement un peu exclu le moment venu. Bref, quand on fait un patient, c'est le seul patient qu'on a fait de l'essai multicentrique et l'NMMA, et vous voyez ici, dose élevée entre 5 et 20 mg de l'NMMA, effectivement, la molécule fonctionne, elle bloque la production de NO dans le plasma, puisque vous voyez le NOx qui baisse. Lorsque l'on prend la pression artérielle en noir, c'est vrai qu'en montant, on a un petit effet sur la pression qui devient franchement important pour 20 mg par kilo et par heure de LNMMA. Donc le docteur, si son but c'est la pression, il est content. En même temps, le débit cardiaque, il a été une tendance à l'augmentation. Mais comme ça se devient vite dramatique,
on est obligé d'assister le cœur par de la dobutamine, et puis le malade finit par décéder avec LNMMA, dobutamine et hypoperfusion périphérique. Je vous donne juste l'exemple ici, on est très content quand on fait la LNMMA, vous voyez le débit urinaire fantastique, le malade a la poche à urine gonflée, jusqu'à ce que le rein soit défaillant, parce qu'on a fait un petit bolus utile sur l'artériole efférente, j'ai filtré un maximum, j'ai fait plein de pipi dans la poche à urine, mais c'est le dernier pipi que je ferai. Donc c'est un choix. On peut mourir avec la poche à urine dilatée, la pression bonne, ou vivre avec la poche à urine vide et la pression moins bonne. La SVO2, elle a fait la même chose quand le débit s'est effondré. Vous voyez, elle s'est effondrée aussi parce qu'on a quand même besoin de nourrir en oxygène les tissus. Et puis quand on regarde la suite, après c'est la catastrophe. On est en train de jongler entre les médicaments inotropes, le volume, les vasopresseurs d'autres. On baisse, on monte. Enfin, c'est un peu n'importe quoi. Le patient décède. Finalement, la stratégie, est-ce qu'elle ne serait pas d'essayer d'avoir une vasodilatation la plus homogène possible? Parce que vous voyez que pour une même pression, quand j'ai une vasodilatation sur les vaisseaux, mon flux dans le territoire est nettement meilleur que quand j'ai fait une vasoconstriction. Ceci n'est pas nouveau, mais entre les deux situations, on voit que là, il y a quand même une perfusion qui est extrêmement différente pour des baisses de pression qui sont relativement semblables. Donc c'est pas mal de dilater, pour une pression donnée, on aura un flux plus important que quand on vasoconstricte. Pour dilater, quand on remplit, ça marche pas mal, on voit au début, on donne le remplissage pour monter la pression, mais finalement elle ne monte pas vraiment, voire elle baisse, mais par contre, on a une perfusion qui est améliorée parce que le shear stress permet la dilatation. Vous avez ici, quand il n'y a pas de flux et quand il y a du flux, une dilatation qui est très claire, qui dépend de la qualité de fonctionnement de l'endothélium, et donc dès lors qu'il y a du shear stress et que l'endothélium fonctionne, on peut dilater. C'est moins vrai quand on a un endothélium qui est malade. Vous voyez que quand l'endothélium est gratté ou lésé, vous avez beau augmenter le flux, l'endothélium ne fournit plus la dilatation grâce au NO, et à ce moment-là, on n'a plus cet effet positif. C'est ce qui se passe dans le choc septique. On a une petite réponse au shear stress, mais qui est modeste, et finalement on augmente quand même le débit, mais pas beaucoup la pression artérielle, parce que la cellule endothéliale est dysfonctionnante. Alors quand on dit on va donner du NO, on s'intéresse à donner du NO parce que on veut dilater, on veut avoir un effet anti-inflammatoire, et on veut avoir un effet anticoagulant pour être grossier. Et c'est vrai que limiter la CIVD, limiter l'inflammation et dilater les vaisseaux, si c'est ça que ça fait, ça doit marcher remarquablement. Alors on avait essayé il y a très longtemps avec Catherine Pastor, maintenant à Genève, on avait essayé de tester les inhibiteurs et les activateurs du NO. Vous avez ici l'endotoxine qui est injectée. Tous les animaux font une hypotension. Ceux qui reçoivent de la L-arginine en bleu, ma foi, elles s'en sortent pas mal sur le plan de la pression artérielle assez rapidement. Ceux qui reçoivent l'inhibiteur de la NO-synthase, le LNA, qui est non spécifique, ils ont une pression qui est bien corrigée aussi par rapport au groupe contrôle qui continue à devenir plus hypotendu. Mais plus intéressant que la pression, que se passe-t-il sur le débit? Vous voyez, ceux qui reçoivent des donneurs de NO ont un débit qui est corrigé, il n'y a aucune réanimation volémique, il n'y a rien du tout, il n'y a pas de vasopresseur, c'est l'évolution spontanée. Ceux qui reçoivent l'inhibiteur de NO-synthase ont le débit cardiaque qui s'effondre, d'ailleurs il en meurt 90% avant la fin de l'étude, et puis le groupe contrôle est entre les deux. Donc ce n'est pas finalement très en faveur de l'inhibition, mais du donneur de NO. Quand on regarde le débit cardiaque, regardez quand on donne un donneur de NO, c'est extraordinaire. Les animaux n'ont pas d'acidose métabolique, ils n'ont pas d'état de choc, ils n'ont pas d'hyperlactatémie, ils ont le TNF qui est beaucoup plus bas. Par conséquent, on était à cette époque-là très motivé pour travailler sur les donneurs de NO. Vous voyez sur le flux porte, par exemple, par rapport à l'inhibiteur. Vous voyez sur le flux artériel par rapport à l'inhibiteur. Il n'y a pas de doute que la perfusion paraît nettement meilleure. Donc finalement, on est très content. Il faut y aller, il faut le faire. D'autant plus que, malgré les recommandations de la Surviving Sepsis Campaign, qui clament que la PVC doit être entre 8 et 10 ou 12 dans l'oreillette droite,
nous considérons que la congestion veineuse est catastrophique pour la perfusion des organes, non pas en termes de flux, mais en termes d'efficience de cette perfusion pour l'oxygénation des cellules. Donc, on regarde si la congestion veineuse a un rôle. Dans ce papier de l'équipe de Jian Yinche et Christian Boerma, vous voyez ici qu'en fonction de la pression veineuse centrale, supérieure à 12, inférieure à 12, le nombre de vaisseaux bien perfusés est largement supérieur quand la pression veineuse est basse que quand elle est élevée. Dans ce papier avec Mathieu Legrand, qu'on avait fait dans le même temps, vous voyez que la relation entre la pression auriculaire droite et le risque de survenue d'insuffisance rénale est très reliée au niveau de pression auriculaire droite mesurée dans le secteur central et que, au-dessus de 10, on devient extrêmement dangereux. Donc nous, on est plutôt content de se maintenir à des pressions auriculaires droites basses. Ce qui veut dire que les dérivés nitrés ont peut-être un intérêt parce qu'ils sont en plus vénodilatateurs. Vous voyez que cette pression veineuse est un facteur de risque indépendant de mortalité très clairement et qu'on veut faire attention à cette congestion veineuse. Donc tout ça va dans le sens de je dois donner des donneurs de NO pour éviter la congestion et en même temps améliorer la perfusion des différents organes. Alors chez l'homme, vous voyez que les constricteurs avaient été testés, la terlipressine que l'on arrive à donner de temps en temps dans des situations quasi terminales et catastrophiques. D'ailleurs, elles sont terminales parce que la plupart du temps, quand on l'a donné, on a l'impression qu'il monte avant de signer le papier bleu du décès. Ici, par exemple, méningococcie. Vous voyez, le bolus de terlipressine augmente la pression de 58 à 80 mm de mercure ou 100. Le débit urinaire est de nouveau apparent, donc le docteur peut être content. Mais finalement, la température cutanée s'effondre et puis la circulation sublinguale est mauvaise et le patient meurt quelques heures plus tard. Donc la vasoconstriction n'est pas une bonne idée. Par contre, si on fait des dérivés nitrés, on peut peut-être voir un effet positif. Ici, vous avez une patiente de la maison. Vous voyez, le débit cardiaque n'a pas changé après trilitrine par rapport à avant trilitrine. Vous voyez que la POD a bien baissé, donc on a bien eu un effet anticongestif. La pression artérielle a baissé aussi, donc la pression de perfusion est restée la même. La fréquence cardiaque est restée la même. Qu'est-ce qui se passe sur les marqueurs de microcirculation? Vous voyez que le laser Doppler, après un jour de perfusion de Risordan ou la pente de reperfusion en STO2, les deux sont améliorés par les donneurs de NO, en l'occurrence du Risordan. La photo avant, la photo pendant, la photo pendant et la photo après 24 heures de perfusion de trinitrine tout en faisant les traitements que l'on fait d'habitude chez ces patients-là. Donc ça se présente pas si mal que ça. Et finalement, on est content de voir que ça peut marcher. Alors, l'essai qui a été encourageant, c'est celui qui a été publié en 2001 dans le Lancet par l'équipe de Jian Yinche, où vous avez l'impression que le nombre de capillaires perfusés est magnifiquement amélioré. En fait, dans cet essai, il y a des dérivés nitrés, certes, mais d'abord, il n'y a pas de précaution sur la tachyphylaxie ou dérivés nitrés qui apparaît 1 heure après la perfusion. Et deuxièmement, il y a 4 litres d'apport dans le groupe qui reçoit des dérivés nitrés. Donc, ça n'est pas l'effet des dérivés nitrés, mais l'effet des dérivés nitrés plus de la charge volémique liée aux dérivés nitrés. Et quand on refait l'essai, et Christian Boerma l'a fait récemment, plutôt récemment en 2009, vous voyez qu'il n'y a pas d'effet positif des dérivés nitrés, il y a même un effet négatif puisque la courbe actuarielle de survie est en défaveur de la nitroglycérine. Donc c'est dangereux, après cet essai, d'utiliser les dérivés nitrés dans le choc septique. Alors, est-ce que la microcirculation est associée finalement à la mortalité? Dans cet essai groupant des photos de ce qui se passe en microcirculation dans plusieurs centres européens, vous voyez qu'il y avait dans ce collectif de 500 patients, 17% avaient des anomalies de la perfusion capillaire et que finalement c'était un facteur de risque indépendant avec la mortalité relié au niveau de lactate et de vasopresseur, mais qu'il n'y avait aucune relation entre l'anomalie microvasculaire et le pronostic des patients. Donc cibler ça et regarder si ça va sauver des vies, ça paraît pas évident dès lors que c'est pas relié à la survie des patients. Donc la dysfonction endothéliale existe. Est-ce qu'il faut donner du NO? Peut-être. Pour cette partie dysfonction endothéliale, l'hyperproduction de NO existe. Faut-il traiter en inhibant de façon spécifique le NO? Possible. On n'a pas le bon médicament peut-être pour le faire pour le moment. En tout cas, éviter la congestion veineuse est sûrement une bonne chose et pourquoi pas y dériver donneurs de NO.
Améliorer la dilatation dès lors que vous pouvez monitorer la microcirculation, c'est peut-être une bonne chose également. Mais pour l'instant, en termes de mortalité et de suivi, on ne peut pas conclure qu'il y ait un bénéfice à utiliser les donneurs de NO. Voilà. Merci beaucoup.